À la mi-décembre 2021, je questionne Mélanie Jaoul, une enseignante, maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier. Nous sommes bien installés dans les étages du Broc Café, un bar qu'on ne présente plus sur Montpellier. De cet entretien, nous parlerons de sujets actuels qui visent les injustices et bien sûr Montpellier. Mélanie Jaoul est une personne engagée dans bon nombre de combats. Parler d'elle, c'est parler justement de ses positions. C'est aussi une personnalité importante sur les réseaux, de Twitter à Instagram. Mélanie publie, partage et rencontre quotidiennement sur ses pages de l'état du monde, de ce qu'elle traverse. Elle ose prendre part aux polémiques et aux scandales. Du local au national, voire l'international, Mélanie Jaoul s'indigne et c'est tant mieux. Sa force de frappe d'universitaire nous est utile. Alors, cette grande empathie avec toute forme d'injustice, elle le doit peut-être à son milieu d'origine populaire ou son parcours. Ça, elle nous le dira d'elle-même. C'est limite ce snob maintenant de faire droit et pop culture. J'en fais parce que l'occasion s'est présentée, que j'aime la pop culture, que je viens d'un milieu où la culture, moi j'ai grandi avec la télé. Je suis hyper active. En fait, le vrai fond du sujet chez moi, c'est l'hyperactivité. Alors là, Standard, je fais partie des premiers à avoir fait le hashtag à Montpellier. Il y a quelques années, je suis convaincue que même s'il y avait eu Twitter, on aurait fait un hashtag double peine. Ça aurait pas pris. Là, ça a pris. Peut-être pour commencer, Mélanie, j'aimerais savoir comment tu en es arrivée au droit, à l'étudier, comment c'est rentré dans ta vie, cette histoire de droit. Alors, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée, littéralement. Et en même temps... Finalement, rétrospectivement, c'était peut-être pas un hasard. C'était un hasard parce qu'à la base, je viens des arts. J'ai fait un bac art plastique, histoire des arts, et je me destinais dans mon esprit à cette époque-là à une carrière artistique, mais beaucoup d'envie, très peu de talent, du moins pas assez pour réussir. Et j'ai fait une année du coup de lettres modernes, puisque j'avais fait un bac à L, donc je m'étais inscrite en lettres modernes sans trop de conviction. Il se trouve que je suis partie de chez moi et que j'ai commencé à bosser à côté de la fac et j'ai un peu lâché la rampe. Et j'essayais au début de continuer à mener les deux de front et je suis rentrée par hasard dans un amphi d'histoire du droit. Le truc pas du tout prévu et je me suis dit, à l'époque je m'étais dit que j'allais devenir instit. Je me suis dit, tu vas faire du français, des maths, de l'histoire géo toute ta vie. Autant faire une licence qui t'intéresse et ça fera de toi un meilleur citoyen si tu comprends ton système juridique et comment fonctionne le droit. Donc je suis vraiment allée en droit et venue à Montpellier par hasard, par les circonstances de l'existence. Et en troisième année, j'ai eu un professeur très charismatique, comme souvent les professeurs de droit, et qui m'a donné envie en fait de ne pas arrêter. Je me suis dit, oui, tu vas être professeur, mais pas des écoles, de droit. Et j'ai joui de beaucoup de chance, j'y suis arrivée. J'avais cru comprendre que dans ta famille, tu étais la seule à avoir fait des études, à avoir eu des diplômes, à être docteur, enseignant-chercheur, maître en conférence. En fait, je crois que tu viens d'un milieu assez populaire, c'est ça ? Oui, alors... Je vais pas grossir le trait, mais oui, pas milieu. Je viens pas d'un milieu CSP+. Et effectivement, j'en ai conçu d'ailleurs quand je suis arrivée en droit beaucoup de malaise, de pas me sentir au niveau. J'avais l'impression d'avoir des trous dans ma raquette culturelle. J'avais pas lu les grands classiques, j'avais pas les codes. Donc finalement, moi, j'ai pas trouvé le droit très difficile en tant qu'étudiante. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'avoir le sentiment d'essayer de devoir rattraper une culture générale qui sert en tant que juriste et qui est un prérequis qu'on n'a pas forcément sur d'où on vient. C'est marrant parce que ça, c'est une forme d'injustice et l'injustice en soi, tu la combats sous quasiment toutes ses formes. La place de la femme dans la société, les personnes racisées, les personnes dans la rue, on en parlera tout à l'heure, les travailleuses du sexe. Tu es sur tous les fronts et tu es vraisemblablement très sensible à la violence du monde. Je suis hyper active. En fait, le vrai fond du sujet chez moi, c'est l'hyperactivité. Après, voilà, je suis une
personne qui déteste l'injustice. C'est vraiment un truc qui me porte, c'est-à-dire que finalement, j'ai des sujets, des accointances régulières, mais dès que je vais voir quelque chose que je trouve injuste, dont je ne comprends pas le sens, ça va m'interpeller. Et puis j'ai un petit côté obsessionnel, c'est-à-dire que quand je vois un truc que je trouve injuste, je ne comprends pas, j'essaie de comprendre. En général, il n'y a rien à comprendre dans la justice puisque c'est pas rationnel. Et du coup, je vais m'engager vent debout contre la chose, ce qui fait que ça peut donner un petit aperçu versatile et de dispersement dans mon parcours. Mais finalement, derrière tout ça, il y a une idée, c'est que je crois qu'il y a des violences systémiques. En tant que femme, j'en subis. Beaucoup moins qu'une femme racisée, justement, qu'une femme qui vient d'un milieu prolétaire, pauvre, qui est travailleuse pauvre. Et moi, quand je parle de féminisme, j'explique aux gens, moi, je suis à la deuxième marche du podium. Devant moi, il n'y a que l'homme blanc bourgeois. Moi, je suis CSP+, dans les catégories sociaux. Je suis éduquée, j'ai un doctorat, j'ai un métier qui est... On voudrait tous gagner plus d'argent, mais qui est plutôt bien payé. J'ai le privilège de vivre en ville, d'accéder à des biens et services. Je suis blanche. Finalement, mon quotidien, il n'est pas si dur. De temps en temps, on me rappelle ma position de femme, mais j'ai assez de confort dans mon existence et de certitude pour lutter et pour dire non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, tu revendiques être féministe intersectionnelle et ce féminisme-là, ça veut dire que c'est un féminisme qui met toutes ces formes d'injustice dans la même lutte, dans le même combat, qui pense qu'il y a un lien entre tout ça et qu'il faut le traiter de la même manière. Mais oui, voilà, l'intersectionnalité pour moi, c'est terrible parce que ça n'a jamais été une question. Je l'étais avant de savoir que ça existait finalement, parce que voilà, je vois bien, j'ai jamais été contrôlée par la police. J'ai des amis noirs d'origine maghrébine. Ils ont tous été au moins une fois, moins les filles que les garçons, mais ils ont tous été au moins une fois contrôlés. Et une fois, je suis gentille. Je vois bien que je galère moins pour des choses du quotidien. On m'a jamais contrôlé mon sac au supermarché. Quand bien même je sortais sans rien et que j'avais passé 2 heures et que le vigile me voyait. Donc je vois bien au quotidien et de manière systémique que j'ai pas le même vécu qu'une personne issue de quartiers populaires ou qu'une personne qui est racisée. Donc l'intersectionnalité pour moi ça n'a jamais été... j'ai mis très tard des mots parce que voilà, longtemps je me suis refusée d'être féministe. Longtemps... Non, moi je... peut-être parce que je viens d'un milieu plutôt de droite à la base, où on ne parle pas de ces choses-là, où quand on parle des féministes, c'était pour parler de ces chiennes de garde, castratrices, qui n'aiment pas les hommes, avec les clichés, non mais lesbiennes ou mal baisées, voilà, ce genre de truc, tout ce discours ambiant. Et donc moi je disais non mais moi j'ai rien contre les hommes, moi je ne suis pas féministe, je suis humaniste. Surtout je ne suis pas féministe, je suis humaniste. Et puis un jour je me suis rendu compte que c'était stupide de me priver de ce mot qui avait un sens, qui avait une portée, qui avait un combat, qui avait une histoire. Et puis je me suis dit mais en fait si t'es féministe, être féministe ce n'est rien d'autre que vouloir l'égalité. Donc ce que la connotation négative qu'on met au mot féministe, c'est l'affaire de ceux qui la mettent. Alors Mélanie Jaoul, tu as écrit sur pas mal de sujets, notamment des sujets très pop culture, les super-héros au prisme du droit. Tu as écrit aussi sur le tatouage, les modifications corporelles, toujours à travers le prisme du droit. Dernièrement, je crois que tu as travaillé sur l'homoparentalité, tu es revenu sur la question des lectures juridiques de fiction. Aujourd'hui, sur quoi... quel sujet t'intéresse et si je
je te disais le mot injustice, quel sujet te viendrait en particulier? Les prostituées, les TDS, les travailleurs et travailleuses du sexe. Le TDS, je dis prostituée, alors je déteste ce terme parce qu'il est connoté historiquement très, très négativement, mais les gens connaissent très peu le terme travailleur ou travailleuse du sexe. C'est une cause qui me tient énormément à cœur parce que c'est des personnes qui sont victimisées malgré elles, quand bien même elles ont le pouvoir sur leur vie. C'est des personnes qui n'ont pas accès aux droits fondamentaux, qui se retrouvent poursuivies pour proxénétisme quand elles mettent en jeu la fraternité qui est pourtant au frontispice de nos mairies. Des personnes qui, dès que leur bailleur ou leur vendeur découvrent que si elles achètent ou louent un logement pour dormir et aussi exercer leur travail, peuvent se retrouver à la rue ou tombent dans l'emprise d'un proxénétisme, parce que les gens disent moi je risque d'être poursuivi pour proxénétisme, donc je veux croquer aussi ma part. Et donc les lois qui sont là pour les protéger les acculent à des situations dramatiques et mortifères au sens premier du terme, c'est-à-dire que on a des meurtres, on a des TDS violentés parce qu'elles sont tellement mises hors du système que le système ne les accepte que si elles se repentent, si elles deviennent des travailleuses du sexe, qui veulent sortir, qui se repentent et qui sont des victimes ou mortes. Finalement, le discours politique, il n'aime les TDS que quand elles sont mortes ou repentantes. Et si une TDS a le malheur de dire non, en fait, oui, mon métier, je l'aime pas, et c'est pas le débat. Est-ce que la personne qui fait les 3-8 à l'usine, elle aime son métier? Est-ce que la personne qui est femme de ménage, elle aime son métier? Il y en a qui l'aiment, ce métier, il y en a qui l'aiment pas. On est la seule profession où pour pouvoir exercer, il faudrait dire j'ai rêvé de ça depuis que j'ai 8 ans. En fait, quand j'ai 8 ans, je rêvais d'être astronaute. Personne rêvait quasiment du métier qu'il fait adulte. Et donc, c'est une cause qui me tient à cœur. Parce que c'est une cause qui, pour moi, synthétise tout le moralisme bourgeois, justement, de notre société. C'est... la sexualité doit revêtir une forme de sacralité. L'intime devient politique. Et pour moi, la TDS, c'est un peu la tête d'affiche du féminisme. Et je sais qu'il y a des courants féministes abolitionnistes. Je peux comprendre les raisons idéologiques qui conduisent à penser que la prostitution c'est mal. Mais finalement, on en aboutit quand même à un moment où je vois plus trop la différence entre les injonctions venant des masculinistes qui veulent couvrir les femmes et empêcher qu'elles couchent avec qui elles veulent, même contre l'argent, et une féministe qui dit il y a les bonnes femmes, celles qui couchent par amour, et les mauvaises femmes, celles qui couchent contre de l'argent. C'est un peu quand même des putes. J'aimerais qu'on passe au hashtag Balance ton bar. C'est un sujet important et il me semble que tu y as participé activement. Tu as relayé des témoignages, beaucoup de témoignages. Tu as relayé beaucoup d'informations. Balance ton bar à Montpellier, c'était quand même quelque chose d'important. C'était une polémique importante. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de salles de concert, mais aussi beaucoup de boîtes de nuit qui ont été visées par ces témoignages très forts, très violents. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as vécu tout ça et comment tu t'es placé un peu en porte-parole de ce hashtag? Alors Balance ton bar, je fais partie des premiers à avoir fait le hashtag à Montpellier, parce que je savais pas. Mais alors incidemment, en fait, j'ai 2 copines que je connais d'un groupe qui ont été dans un bar, le Nubaya, mais après tous les bars de Montpellier sont touchés. Mais tous en fait, finalement, quand on commence à lire les uns les autres, et puis il y a eu un groupe Balance ton bar qui s'est créé, et on voit les témoignages, c'est massif. Donc je ne mets pas en accusation particulièrement ce bar où j'étais par ailleurs dimanche pour un événement féministe, donc j'ai vraiment rien contre le bar, je veux pas que
mais qui ont été droguées au GHB, elles en sont sûres, elles ont bu qu'un verre, elles se sont pas senties bien, elles ont fait un blackout, elles ont été mal le lendemain, donc heureusement elles étaient ensemble, elles sont rentrées, et donc des copines de la galerie m'ont écrit en me disant on sait que tu as un peu de visibilité, est-ce que tu veux pas alerter les gens sur ça pour prévenir les nanas, parce que c'est pas la première fois. Et en échangeant, dans la galerie, il y a une artiste qui vit en Belgique et qui là me dit mais en fait nous on a le même problème en Belgique en ce moment, ça bouge de ouf avec le hashtag balance ton bar. J'ai dit attends, il y avait plein de meufs dans la rue sur ça, et en France on n'en a pas du tout parlé, donc je l'ai découvert comme ça. Donc au début j'ai balancé le truc en disant attention, ami Montpellier-Rennes, il s'est passé ça dimanche. Là j'ai un ancien étudiant qui m'a dit j'ai des copines qui m'ont témoigné le même jour au Barberousse, d'autres au Rockstore. Donc j'ai eu pas mal de témoignages, soit en TL, soit en DM. Et évidemment que ça me fout les glandes, parce que comme moi j'étais étudiante, je me rappelle, il y avait le pulp, le sextoy, les boîtes à la sortie de la ville où il y avait déjà ce problème, et ils avaient à l'époque fait le système de capote de verre. Ça a été fait pendant 1 an ce système, et puis c'est pas grave, ça coûte trop cher de veiller. C'est une protection qu'on met sur le verre pour éviter qu'on puisse verser des cachets. Or qui est très limité. J'ai des amis londoniens qui me disent mais en fait les mecs maintenant font à la seringue, donc ils percent la capote de verre et du coup ça se voit pas et ils peuvent continuer quand même de droguer. Mais c'est quand même beaucoup plus galère d'aller faire avec une seringue que juste mettre un cachet. Et donc comment je prends ça ? En fait, encore une fois, on ne peut pas sortir sereine, il faut toujours veiller sur son verre, veiller sur ses amis, et encore une fois, c'est une question d'appropriation de l'espace public. Les femmes ne sont pas bienvenues dans l'espace public, et quand elles sont dans cet espace public, elles se retrouvent en situation de cible potentielle, et donc ça me met nécessairement en colère. Ça me met d'autant plus en colère que c'est pas un fait nouveau. Je veux dire, le GHB, on l'a pas découvert en 2021. Non, c'est vrai, mais c'était très étrange de revoir ressurgir dans la parole publique des histoires, des témoignages de GHB qui, depuis finalement des années, sévit. Et en fait, on avait oublié que ça existait, on fermait les yeux, je sais pas. Alors, moi, j'ai forcément le biais de féministe et donc de discussions assez libres. Il y en a toujours eu. Après, moi, je me suis rendu compte, chaque année, j'en parle. Chaque année, au début de mes cours, à la pause de cours, je fais à mes étudiants un petit laïus sur si vous voyez un ami ou une amie qui a trop bu pour partir avec quelqu'un, vous le laissez pas partir. À la limite, vous demandez à la personne de vous filer le numéro en lui disant mais si tu lui plais, elle te rappellera demain. Surveiller. Du moins, moi j'ai toujours fait ce genre de lapsus, pas lapsus, de petits topos au début de l'année pour mes étudiants par rapport aux soirées étudiantes. Et en discutant avec mes étudiants, je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont probablement été déjà drogués au GHB, mais n'avaient pas identifié les effets du GHB. En fait, c'est pas qu'il n'y avait pas de drogue au GHB, c'est qu'il n'y a pas de campagne de prévention pour expliquer quels sont les effets du GHB, et donc les étudiants se disent ah putain, j'ai pas l'impression d'avoir bu beaucoup, mais j'ai eu l'alcool m'a fait de gros effets. Et des fois, moi j'ai des étudiants qui m'ont dit non mais je comprends pas, l'alcool il devait vraiment être mauvais, j'ai bu qu'un verre, j'étais dans cet état. Non, ça clairement c'est pas un verre d'alcool, même si tu fais 50 kilos tout mouillé. Clairement un verre d'alcool, t'as plus de jambes, t'arrives plus à parler, t'es complètement désinhibé, on dirait que t'es déchiré. Ça ressemble très fortement au fait d'avoir été drogué. Et donc je pense qu'il n'y a pas assez de campagne de prévention. On parlait beaucoup à ce moment-là des videurs, de personnes de la sécurité. Est-ce que c'est si simple de les dénoncer ? Est-ce que c'est si simple de les renvoyer ? C'était aussi ce qui était soulevé à ce moment-là. Et la boîte est responsable. C'est-à-dire que s'il y a des plaintes pour viol qui sont reconnues, il y a un contrat de travail, il y a un lien de subordination. C'était à l'occasion de leur fonction.
la victime elle pourra agir en responsabilité sur le plan civil contre le salarié qui les a violés, mais également contre l'entreprise qui a pris ses dispositions. Et l'entreprise elle sera condamnée à des dommages-intérêts, très probablement, parce que les juges vont pas être très sympas avec eux, d'autant plus qu'un certain nombre de ces videurs sont notoirement connus pour être bordeurs. Il y a certains videurs, on voit les discours, ils se sont fait virer d'endroits parce qu'ils étaient des peloteurs et des agresseurs, et on les recrute alors que c'est notoire qu'ils ont été virés parce que soit ils se battaient tout le temps avec des gens, soit ils pelotaient et agressaient sexuellement des nanas. Quand tu recrutes ce genre de type, alors que tu vas comme diraient certaines personnes dans le milieu de la nuit, tu vas avoir de la viande de soule, et que donc c'est des personnes qui sont en vulnérabilité, qui peuvent pas réagir normalement et se protéger. T'es un peu responsable quand même de ça. Donc, il y a des responsables aussi au niveau de la justice. Quand on voit que certaines victimes, et notamment ça a été le cas à Montpellier, il y a eu beaucoup de témoignages aussi dans ce secteur-là, c'est-à-dire que les victimes, elles étaient refoulées et on ne prenait pas en compte leur témoignage, et c'était une double peine pour elles, ça a été terrible. Il y a quelques années, je suis convaincue que même s'il y avait eu Twitter, on aurait fait un hashtag double peine, ça aurait pas pris. Là, ça a pris. Les gens ont gueulé. Donc c'est qu'il y a une évolution, les gens ne veulent plus ça. Même les non concernés ne veulent plus ça. Donc à partir du moment où il y a l'opinion publique qui se saisit d'un sujet, l'opinion publique, c'est les électeurs. Et les mecs pour qui on vote, ils tiennent à leur place. Donc, voilà, faut menacer de ne pas voter pour les gens qui sont pas exemplaires sur ces questions, de ne pas voter pour les gens qui votent pour des lois ou contre des lois qui sont problématiques pour les droits des femmes. Et puis, en fait, tout simplement, c'est la seule carte qu'on ait, c'est de dire, ok, nous on veut ça, et qu'est-ce que vous faites pour ça, et de prendre nos bâtons de pèlerin et d'aller voir les politiques en disant, nous on votera pour vous que si vous défendez les droits des femmes, si vous faites une politique d'inclusion, si vous faites un accès facilité, des démarches facilitées, vous formez des policiers, vous formez des personnels dans les hôpitaux. Donc ça s'est mis en marche, mais ça prend du temps. Trop de temps quand on est victime. Toujours, mais malheureusement il y a des contingences matérielles qui font qu'on fait comme on peut. Merci Mélanie d'avoir répondu à ces questions. C'est la fin de ce podcast. On est très heureux de t'avoir parmi nos interlocuteurs à locaux, et j'espère à très vite. Le plaisir partagé.